merci. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et merci de préférer notre compagnie. Ce soir, vous êtes encore au rendez-vous et nous sommes aussi déjà là pour vous servir. Vous servir, c'est notre mission ici à BB24 où nous vous proposons beaucoup d'émissions riches et variées comme celle-ci. Bienvenue dans votre émission Jeunesse oblige, la tribune d'expression libre des jeunes et adolescents de nos lycées et collèges. Pourquoi tu penses qu'il faut avoir un petit ami sur les bancs? Avant de marier une personne, il faut d'abord la connaître. Et ce n'est pas à la veille de votre mariage que vous allez connaître la personne. Mon petit ami, j'aimerais le choisir par son teint. Parce que j'aime les hommes de teint clair. Lorsque le sexe et les études sont en conflit, le sexe gagne toujours. Lorsqu'il y a un élève qui utilise le téléphone portable en plein cours, il n'est pas concentré sur le cours, mais il est concentré plutôt sur le téléphone portable. Face au téléphone portable, je demande aux parents d'être exigeants parce que le téléphone est chronophage. Voilà, merci à vous de grands moments de télévision en perspective sur BB24. Prenez le rendez-vous de Jeunesse oblige vendredi prochain à partir de 20h30. Au menu du grand rendez-vous de ce soir, nous reviendrons, mesdames et messieurs, sur l'accident sur le lac Aémé dans lequel 13 passagers d'une barque sont morts par noyade. L'expert de ce jour, secrétaire général de la Croix-Rouge béninoise, nous dira comment voler au secours d'une barque en détresse et les mesures à prendre pour éviter les naufrages. Aujourd'hui, Monde agricole nous emmène à la découverte du citronnier. Il paraît qu'il faut l'avoir chez soi tant qu'il est possible, mais pourquoi? Vous le saurez, cet arbre a 1001 vertus et c'est pourquoi Nature et Bien-être s'approprie également le sujet pour nous parler de son fruit, le citron. Quelles sont ses vertus? Comment en jouir? Nous en parlons aussi ce soir. Nous recevrons Jean Adagbenon. Vous le connaissez sans doute, c'est un artiste, un grand artiste qui va nous parler des spécificités du live dans Horizon Culture. Eh bien, nous allons en parler ce soir et à 19h45, nous avons rendez-vous avec le service de l'information. Bonsoir Nadège Obiagesani. Bonsoir Roch. Alors, dites-nous déjà, le menu de ce soir est constitué de quoi? Merci à vous, Roch. Dans cette édition du soir, on s'intéresse aux bienfaits de l'allaitement maternel. Avant de suivre le reportage à 19h45, retenez déjà que l'allaitement maternel diminue le risque pour les mères de développer le cancer du sein, le cancer des ovaires, le diabète de type 2 et la cardiopathie. Qui appelle-t-on blogueur? Comment gérer son blog sans tomber sous le coup de la loi? Un jeune blogueur nous donnera quelques astuces. C'est un style vestimentaire en vogue actuellement. Le destroy se porte facilement par les jeunes et même les adultes. Mais est-ce que ce style fait l'unanimité? On suivra la réaction de quelques vendeurs et passionnés de la mode sur le sujet. Absolument, merci à vous Nadège Stani. Nous prenons déjà le rendez-vous pour 19h45 pour suivre le développement de toutes ces informations que vous venez de nous communiquer. Et pour commencer ce grand rendez-vous de ce soir, nous allons installer le plateau de Monde agricole.
Dans le monde agricole, ce soir, nous allons parler du citronnier. Il paraît que c'est un arbre pas comme tous les autres. Pourquoi faut-il l'avoir chez soi? Eh bien, nous avons d'abord tendu notre micro à quelques-uns qui l'ont chez eux. Ils nous disent pourquoi. Écoutez-les. Dans un jardin, c'est bien d'avoir un citronnier. Moi, je l'ai planté avant tout pour le plaisir d'avoir que de la verdure. Le citronnier fait partie de cet ensemble de choses qui me permettent à moi de vivre. Avoir un citronnier, c'est une chose comme tout autre arbre. Avoir un citronnier, comme je pourrais avoir un cognacier, comme je pourrais avoir un caramboyer, tout cela, moi, ça fait un équilibre pour moi. Non, c'est la même famille que les orangers, seulement que ici c'est un peu spécifique par rapport à la taille. Je ne peux pas dire la durée que le citronnier fera pour donner des fruits. Ça dépend des variétés que vous avez, ça dépend du sol, ça dépend de l'abondance, ça dépend du climat aussi, et ça dépend de tout le suivi que vraiment vous lui apportez. Sur les sols sablonneux, ce serait très pauvre, ce serait difficile. Mais les sols très durs aussi, ce serait aussi difficile. Mais la plante va toujours s'adapter si vous vous occupez d'elle en l'arrosant, en lui apportant des nutriments naturels. Je pense que même si ça tarde, il aura toujours floraison. On recueille les pépins, on les sèche, on fait la pépinière, après on repique et vraiment l'arbre, on s'occupe de lui et l'arbre grandit. N'importe quel propriétaire qui a sa maison peut planter le citronnier parce que c'est un remède de première main. Voilà. Merci donc à vous, Marcel, qui avez tendu votre micro à ceux-là qui ont un citronnier chez eux. Nous allons en parler. Notre invité, il répond au nom de Rachidi Oda. Il est observateur agricole. Il est sur ce plateau. Bonsoir, monsieur Oda. Bonsoir, monsieur le journaliste. Voilà, nous allons parler de cet arbre, le citronnier, ce soir. Marcel Bertoro, bonsoir à vous aussi. Bonsoir, Bien sûr, je suis Roch Akoyino, vous voulez dire quoi? Bonsoir, amis téléspectateurs également. Eh bien, nous parlons du citronnier. Je ne sais pas si vous l'avez chez vous aussi. Dans un pot. Dans un pot? Oui. Un citronnier dans un pot? Oui, dans un pot. Et vous pensez que ça va produire, ça va donner? Je pense que ça peut, mais je pensais transplanter ça à un certain degré ou bien à une certaine évolution de la plante. Donc, pour le moment, ça vous sert d'ornement? Bon. D'accord. En tout cas, nous allons en parler. Vous avez votre invité en face de vous. Merci beaucoup. Bonsoir, Oda Rachidi. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien. Alors, vous êtes observateur agricole et vous avez l'art d'observer toute cette plante-là. Et justement, nous allons parler du citronnier. Déjà, est-ce qu'il ne serait pas bien de connaître la famille à laquelle appartient le citronnier? Merci beaucoup. D'abord, il faut préciser l'origine du citronnier. Le citronnier est un arbre ou arbuste qui est originaire des régions tropicales où il y a assez de pluviométrie. C'est-à-dire il faut beaucoup d'eau. Et ça veut dire que s'il n'y a pas beaucoup d'eau quelque part, le citronnier ne peut pas vite produire. Le citronnier est un arbre qui a des particularités. D'abord, c'est un arbre qui aime beaucoup d'eau et qui aime aussi beaucoup de soleil. Ah, d'accord. Donc, les zones qui sont favorables au citronnier, c'est les zones tropicales, humides, frais, et les zones méditerranéennes également. D'accord. Alors, donc, si on revient à la question, à quelle famille d'espèces Exactement. Le citronnier fait partie de la famille des rustacées, les rustacées bien sûr, et il est classé parmi les arbres à agrumes. Ok, d'accord. Ok. Alors, mais un peu comme l'orange. Exactement. Mandarine, pamplemousse et autres. Voilà, okay. Justement. Mais pourquoi est-ce qu'on constate généralement que c'est un arbre très facile à planter chez soi? On retrouve ça dans beaucoup de maisons. Il y en a qui le mettent dans leur jardin, il y en a qui le mettent à l'arrière-cour, au portail. Pourquoi cette facilité? Parce que l'oranger, par exemple, on ne retrouve pas l'oranger, comme on retrouve le citronnier. Je disais tantôt que le citronnier a des particularités. Moi, je pensais même au contraire. Exact. Comment? Que le citronnier est difficilement trouvable dans les maisons. Au contraire, le citronnier est facilement cultivable. Ah, d'accord. C'est l'une des plantes les plus qui ne donne pas assez de stress à celui qui
décident de les cultiver. Et parce que si vous plantez le citronnier, d'abord, si vous vous assurez qu'il y a l'eau et l'exposition du soleil, ça profite au citronnier. Et le citronnier, une fois planté, se développe compte tenu du sol. Le citronnier aime le sol, un sol frais et bien drainé. Quand le sol n'est pas frais et drainé, le citronnier peut connaître des problèmes au niveau de sa croissance. Voilà un peu. Donc, c'est un arbre qui est facilement cultivable et c'est pourquoi il n'est pas rare de le trouver partout où vous vous trouvez. Mais est-ce qu'il est bon de cultiver cet arbre partout à cause de ses épines, surtout lorsque vous avez des enfants dans une maison et que vous avez un citronnier, les enfants s'amusent, ils iront se jeter dans le citronnier avec des blessures? C'est vrai, si nous devons tenir compte des épines, la rose n'existerait pas. Et comme on ne peut pas faire des omelettes sans casser Exactement. les œufs, Vous savez, Dieu a su protéger des espèces. La défense du citronnier, c'est exactement ces épines. Vous savez, c'est pour empêcher que toute personne puisse en avoir accès et pour lui créer des problèmes. Mais en dehors des épines que Roch voit, comme peut-être un facteur ou une contrainte pour planter l'arbre, le citronnier à la maison, quels sont les avantages liés au citronnier quand on l'a chez soi? D'abord, quand vous avez le citronnier chez vous, c'est un arbre qui n'occupe pas assez d'espace. Vous savez, compte tenu de sa taille, le citronnier a environ entre 3 et 6 mètres ou plus de hauteur. Donc, c'est un arbre qui produit pratiquement à toutes les saisons. Parce que le citronnier, quand vous l'avez chez vous, au fur et à mesure que le citronnier produit le fruit qui est le citron, vous pouvez le cueillir et c'est-à-dire la récolte commence en même temps. Vous comprenez un peu? Donc c'est pourquoi il n'est pas rare de voir le citron à toutes les saisons de l'année. Mais chez nous au Bénin, c'est en période de pluie que le citronnier produit assez de fruits et c'est pourquoi il y a assez de citrons par ces temps qui courent sur le marché. Et généralement, après combien d'années peut-on déjà commencer à espérer avoir le fruit de son citronnier? Justement, le citronnier n'a pas exactement une période où la production commence. La particularité, c'est que d'abord, il lui faut un sol bien drainé. Dès que le sol est bien drainé, à partir de 3 ans, il y a déjà... Que mettez-vous dans le sol bien drainé? Quand je parle de sol bien drainé, il ne faut pas que le sol soit trop argileux. Vous savez, si le sol est frais, mais qui permet la respiration au niveau des racines. Parce que quand les racines sont étouffées, elles ne peuvent plus respirer ça agit sur la croissance. Donc il n'est pas rare de voir le citronnier commencer par produire à partir de 3 ans, en tout cas. Déjà à partir de 2 ans, 3 ans, on a les premières fleurs. Exactement, les premières fleurs. Mais vous avez dit tout à l'heure qu'il y a des particularités au niveau du citron. Moi, je veux savoir au niveau de la plantation. Quand on veut mettre en terre, par exemple, le citronnier, j'ai dit tout à l'heure que je l'ai dans un pot. En dehors de la terre, quelles sont les différentes formes, les différents types de plantations qu'on peut avoir au niveau du citronnier? Pour planter le citron, un peu comme vous l'avez dit, vous avez le choix entre commencer par un pot. Et à partir d'un moment, vous pouvez maintenant le transplanter à la partie où vous voulez le voir développer. En dehors de ça, vous pouvez aussi planter directement le citronnier à l'endroit où vous voulez. Vous mettez la graine sous terre. C'est la graine? La graine. D'accord. Oui, la graine. Et vous lui permettez, d'abord, il faut éplucher la graine si vous voulez qu'il y ait que la pépinière sorte vite. Voilà. Et vous lui apportez assez d'eau. Comme je le dis, le citronnier aime beaucoup d'eau. L'eau n'est pas un facteur qui crée de problèmes au citronnier. Par contre, le citronnier n'aime pas les températures assez basses. Quand la température est très très basse, ça crée des problèmes au citronnier. D'accord. Je veux savoir, avant de... Oui, mais très rapidement, parce que le temps s'en va. Il va nous dire pourquoi il faut avoir le citronnier chez soi. C'est important. D'abord, le premier avantage,
vous avez du coup le fruit qui est disponible et à tout moment vous pouvez l'avoir, contrairement à ceux-là qui n'ont pas le citronnier chez eux. Dans un second temps, c'est que le citronnier, une fois que vous l'avez, vous savez, c'est un arbre qui a feuilles persistantes. D'abord l'arôme, l'odeur que dégagent les feuilles du citronnier. Ça renvoie les insectes, ça renvoie les... Exactement, cette odeur-là a un impact sur quelques insectes et même spirituellement, je crois que... Il doit avoir Exactement. Et est-ce que moi je veux aussi savoir, le citronnier produit combien de fois par an par exemple? Parce que vous avez tout à l'heure qu'il n'y a pas, c'est vrai, il n'y a pas de règles en la matière, mais est-ce que je peux cueillir 10 fois, 20 fois? Plusieurs fois. C'est pourquoi je disais, le citronnier produit toutes les fois que vous voulez. Ça dépend de l'entretien que vous en faites, parce qu'il y a des engrais, des produits disponibles. Il y a aussi, il faut éloigner le citronnier des sources de chaleur par exemple. Ok. Vous savez, c'est-à-dire que la bonne dame faut qu'elle amène son foyer ou bien son cropote là, sous le l'arbre. Exactement, ça indispose l'arbre. Et c'est pourquoi il n'est pas rare de voir quelqu'un qui a un citronnier chez soi alors qu'un autre en a également. Et chez moi, ça produit plus que chez l'autre. Moi, je peux avoir le citron du janvier jusqu'en décembre alors que quelqu'un peut l'avoir peut-être une fois ou 2 fois l'année. Alors, vous recommandez quel type de citron? Parce qu'on en a plusieurs. Il y a le citron... On appelle de chez nous, généralement. De chez nous, naturellement. Il y a d'autres. Est-ce que ces deux citronniers ont les mêmes vertus? Je dois d'abord préciser que toute culture que vous voulez pratiquer, il faut aller dans le sens du bio, c'est-à-dire le sens naturel. Et vous savez que chez nous, nous avons l'habitude d'avoir des produits naturels. Et c'est pourquoi moi je conseille à ceux-là qui veulent cultiver le citronnier. D'ailleurs, il y a une structure au Bénin qui est spécialisée dans la culture du citron. De toute façon, je comprends que vous nous recommandez le citron naturel de chez nous. Exactement. Donc, ce qu'on appelle fonclé, généralement, c'est ça. Et pour moi, je dirais qu'avec les explications d'Arachidi, que c'est bien d'avoir un citronnier chez soi. Exactement. Non seulement sur le plan pour ceux-là qui n'en ont pas, d'abord, je conseille qu'ils... et tout ça. En tout cas, merci à vous. Allez planter un citronnier chez vous. Non, je l'ai dans mon jardin. Ne vous en faites pas. Même si vous êtes en location, essayez de l'avoir dans un pot comme... Merci beaucoup. Nous allons continuer à parler du citronnier, mais cette fois-ci, parler de son fruit. Le fruit aussi a des vertus. On en parle dans Nature et bien-être. Ah oui, quelles sont alors les vertus du citron? Eh bien, suivez ce reportage et nous allons recevoir un agronutritionniste pour nous en dévoiler quelques-unes. J'en consomme, mais je n'en consomme plus parce que je ne sais pas si c'était lié à ça directement, mais mon époux m'avait dit que j'avais eu un problème de santé et du coup, j'ai réduit la consommation du citron. Le citron fait beaucoup de choses. Cela vous aide à vous dégager des mauvaises odeurs. Grâce au citron, votre peau devient plus lisse, surtout quand vous l'appliquez au visage. Le soir avant le bain, vous le passez sur tout le corps. Tu peux aussi râper la peau, ajouter de l'eau chaude et le boire. Cela dégraisse votre ventre. Et ça m'aide surtout du côté du ventre pour pouvoir faire partir un peu le ventre. Je les prends souvent le matin. Je le prends le matin avec un peu d'eau de citronnelle. Je le mélange et je le prends avant d'aller au boulot. Et le soir au coucher aussi, je le prends. Parce que quand tu le prends le soir au coucher, le matin, ça te permet de bien te libérer. Et tu es à l'aise dans ton corps et dans ton ventre. Mon grand frère consomme à lui tout seul 25 citrons chaque matin sans prendre d'autres médicaments. C'est en cela que j'ai vu les bienfaits du citron. Si toi-même tu le consommes, tu es ravi de ce que tu as bu. Voilà, nous avons entendu les différentes utilisations que les uns et les autres font du citron.
On a même entendu quelqu'un qui prend 25 citrons par jour. Est-ce que c'est bon pour la santé? Nous allons en parler. Et notre invité, Fiacre Ladaye, est sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes agronutritionniste, c'est bien ça? C'est bien ça. Nous allons parler des vertus du citron. Merci. Yasmine Damata, bonsoir. Bonsoir, Roque. Du citron, vous en consommez? Oui, je consomme avec modération. Avec modération, ouais. Vous ne prenez pas 25... Non, j'ai même peur. J'espère que notre agronutritionniste pourra mieux nous édifier sur la quantité de citron à prendre par jour. D'accord. Et il est là? Ah oui, il est justement en face de nous. Dites-moi, hein, en parlant de citronnier, on pense directement au citron, mais est-ce que c'est seulement le citron le seul fruit du citronnier? D'abord, je vous remercie. Non, le citron n'est pas le seul fruit du citron. Si on veut voir un peu les autres parties de l'arbre du citronnier, il y a aussi les feuilles qui sont très utilisées et parfois même ça remplace même les feuilles de laurier dans certains plats. Donc c'est aussi très utile. Par exemple? Oui. On utilise ça par exemple dans le riz. Si vous voulez faire du bon riz au gras, vous pouvez utiliser les feuilles de citronnier. Les feuilles de citron? C'est très pour son arôme. Son arôme aussi est utilisé. C'est un peu avec les dames qui vendent souvent de jus de citron. Parfois, quand il manque de citron, elles utilisent les feuilles de citron. Ce n'est pas une mauvaise habitude, mais c'est que ce n'est pas le citron. Mais entre la feuille et le fruit qui est le citron, lequel est idéal? Oui, c'est le fruit qui est l'idéal. C'est le fruit qui est le plus consommé dans nos habitudes. Et c'est ça. Alors, quelles sont ses vertus? Pourquoi consommer du citron? Oui, le citron a tellement de vertus que je me demande pour vivre longtemps, est-ce que ce n'est pas indispensable? C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vivre bien et longtemps sans le citron. Le citron, tout le monde doit consommer ça. N'importe quel citron? Pas n'importe quel citron avec tout à l'heure l'observateur agricole qui nous a dit qu'il y a citron naturel et puis les citrons... Oui, on constate qu'il y a des citrons qui sont, des fruits de citron qui sont aussi gros que des oranges. C'est pas, non, c'est bourré de produits chimiques, d'engrais. Non, c'est pas ça. On connaît le vrai citron. Je déconseille ça carrément parce que vous ne savez pas ce que tous ces produits, tous ces pesticides ou bien les produits avec lesquels on fait des traitements. Le citron est naturellement fui par les insectes, donc on ne va pas encore utiliser des insecticides. Non, ce n'est pas bien. Donc il faut le citron naturel que nous avons. C'est très fréquent dans les maisons au Bénin, dans nos vert ou jaune, que ce soit. Oui, voilà. n'est pas si charnu. Voilà, c'est pas si charnu. C'est pas si charnu et ça contient suffisamment d'eau. Il y a aussi beaucoup de bonnes dames qui en vendent à travers nos villes aussi. Donc, c'est d'abord ça, d'accord? Pourquoi consommer le citron, les vertus du citron? Il y en a tellement qu'on va seulement se limiter à quelques vertus. D'accord, allez-y. Oui. Alors, d'abord, le citron doit être toujours consommé d'ailleurs à cause de sa forte capacité à nous procurer des antioxydants. Et c'est justement, vous voyez, le nombre de décès, les cas de décès dus aux accidents cardiovasculaires, tout le temps des problèmes d'arrêt cardiaque et autres, c'est aussi en partie à cause de la faible consommation du citron. Parce que le citron contient suffisamment d'antioxydants, d'accord? Et ces antioxydants sont chargés en fait de débarrasser l'organisme des déchets, des radicaux libres qui sont là et qui vont empêcher la circulation, justement la circulation du sang. Et c'est ça qui nous crée des problèmes. Il y a aussi ces déchets aussi qui vont s'accoler à certaines parois qui plus tard donnent le cancer. Donc quand nous consommons le citron avec tout ce que ça contient comme antioxydants, ça nettoie et tout l'organisme. Il y a aussi une forte teneur en acide ascorbique, en acide citrique, en acide ascorbique, que nous appelons par vitamine C, qui est très indispensable. Premièrement, sans ça, vous n'avez pas les micronutriments bio disponibles dans votre organisme. En fait, vous consommez par exemple un produit riche en fer, par exemple, mais lorsque vous n'avez pas la vitamine C, lorsque vous n'avez pas, par exemple, vous ne prenez pas par exemple du citron, vous ne bénéficiez pas en fait de toute cette teneur en fer que l'aliment que vous avez consommé contient. Donc, j'ai pas compris. Est-ce que ça dit que quand on prend du fer et qu'on ne prend pas du citron,
on ne digère pas bien. Si ce n'est pas le fait déjà synthétisé, directement assimilé par l'organisme, vous ne digérez, vous n'avez mange du haricot. Justement, lorsque vous prenez par exemple votre haricot et que vous prenez un peu de citron, le jus de citron, je ne veux pas dire les jus avec sucre et eau, vous pressez vous-même votre citron dans l'eau et que vous prenez, je vous assure que vous bénéficierez de tout ce qu'il y a comme micronutriments. Ça vous évite même les ballonnements de ventre. Le ballonnement de ventre, vous êtes à l'aise. Mais parfois, donc on dit que quand on prend du haricot, quand on prend du citron, ils ont tendance à avoir mal et on a tendance à... ça brûle un petit peu. Oui, il y a justement, il y a beaucoup de, plus de 25% si je ne me trompe, je n'ai pas le chiffre exact, beaucoup de personnes qui sont des malades ambulants, vous voyez. Et nous sommes malades, nous souffrons des maladies, mais nous ne nous rendons pas compte. C'est quand on est complètement... Voilà, nous tous... Alors, donc, ces personnes, c'est peut-être des gens qui ont déjà des problèmes avec leurs parois ou bien qui ont déjà consommé beaucoup d'autres choses. Des ulcéreux qui n'ont pas fait le diagnostic. Ouais, donc, il faut quand même faire ces examens-là pour savoir exactement de quoi ils souffrent. Alors, on entend qu'il est recommandé, souvent recommandé de prendre du citron à jeun le matin. Est-ce que c'est une bonne chose? C'est une très bonne chose. Alors, avant de revenir rapidement à ta question, je voulais aussi dire que par rapport à la vitamine C, d'accord, l'acide ascorbique qu'on a dans le citron, ça permet aussi, c'est conseillé aussi à nos mamans, souvent, qui ont le surpoids et qui tentent de faire l'obésité, parce que le citron a cette capacité de faire digérer ou bien de digérer d'une manière, bien d'absorber d'une manière ou d'une autre l'excès de graisse qui fait grossir. Donc c'est très indispensable. C'est comme l'a dit notre interlocuteur dans le reportage, elle en consomme matin et soir. Et c'est très bon. Mais justement, celui qui n'est pas corpulent, qui n'a pas assez de masse et qui consomme, il a quand même... Non, c'est pas le seul moyen de dégraisser, mais c'est quand même conseillé, c'est très indispensable. Ça, son apport pour l'organisme. Je le disais en termes de l'émission qu'il est indispensable de toujours consommer le citron. Eh bien, il faut le consommer les matins, d'accord, à jeun. Lorsque vous vous réveillez tôt le matin et que vous prenez un peu de fruits de citron que vous pressez dans l'eau que vous consommez, vous voyez, ça donne... L'organisme bénéficie en fait de tous les bienfaits de citron et ça permet, vous allez commencer par uriner déjà naturellement et quand vous urinez, vous éliminez comme ça, vous commencez par transpirer, vous éliminez beaucoup de déchets de votre organisme. Donc c'est déjà, comment on appelle, le moment idéal pour consommer le citron. Comment faut-il consommer? Est-ce qu'il faut le presser dans de l'eau ou bien le prendre? C'est que c'est pas trop bon, c'est un peu très acide et c'est piquant parfois. Donc c'est toujours mieux de mettre ça dans un verre d'eau, d'accord, 2 à 3 morceaux maximum de citron dans un verre d'eau que vous prenez. Vous serez super dynamique parce que c'est encore tonifiant, ça donne tellement d'énergie et c'est aussi conseillé contre la fatigue. Il y a beaucoup qui sentent des fatigues et qui vont à la pharmacie acheter des produits. Non, ce n'est pas trop conseillé. Il y a beaucoup de produits naturels, à savoir le citron. Et notre ami qui en consomme 25 par jour. Non, 25 c'est déjà... Mais je me dis, est-ce que ce n'est pas par rapport à sa corpulence? Peut-être qu'il est un petit peu obèse. Oui, peut-être qu'il est en train de rechercher une thérapie rapide. Peut-être qu'on l'a conseillé de consommer le citron. Et comme il a commencé par trouver les avantages, il a commencé par en abuser. C'est un peu trop. Déjà, maximum 5, je pense que c'est largement suffisant pour un organisme. Il paraît que le citron aussi donne l'insomnie quand on en consomme. Le soir. Oui, quand on le prend le soir, ça peut arriver. C'est pourquoi moi je conseille uniquement la prise de citron. Si vous pouvez prendre ça régulièrement chaque matin, vous verrez qu'il y a quelque chose qui change dans votre corps. Le soir, ça peut être dû aussi à l'essai de... peut-être l'essai de vitamine C, d'acide, qui peuvent vous maintenir en éveil. Une dernière question. Pour certains, presser du citron 30 minutes après, ça n'a plus ses vertus, c'est vrai? Justement, en fait, ce n'est pas forcément le cas, mais c'est toujours mieux de consommer en même temps votre citron dès que c'est pressé. Le temps agit sur, comment on appelle, la composition nutritionnelle du citron. Ça s'oxyde avec le temps, d'accord? Mais ce qui est encore déplorable, c'est le fait de chauffer, en fait. Il y a d'autres qui mettent le jus sur le feu, comme c'est le matin. Pour le conserver? Non, pour le consommer. Les matins, il y a d'autres qui chauffent de l'eau, ils mettent comme on le met parfois dans l'eau tisane, là, à la maison, on fait
il y a de nos Oui, images d'ailleurs. oui. On coupe le citron en deux, on le met dans de l'eau et qu'on met au feu. Que le choix, non. Quand on met ça sur le feu, ouais, C'est pas la bien. vitamine C, par exemple, est thermolabile et ça s'évapore déjà. Du Ouais. coup, l'idéal, c'est de le couper. Vous faites déjà votre eau chaude Voilà. et vous jetez Et l'eau ça dans l'eau. tend à se refroidir déjà progressivement. On fait une Donc, c'est pas- infusion. on fait une infusion. Et la peau là, aussi n'a-t-elle la peau pas aussi, de les vertu? aides, c'est très, ça contient aussi beaucoup de, comment on appelle, beaucoup de valeurs, beaucoup de nutriments, d'accord. Le fer, par exemple, c'est beaucoup plus concentré sur les aides de citron qu'à l'intérieur. Ça contient aussi de vitamines. Donc Même c'est les aussi pépins rien. également, Les hein. pépins également, les pépins, c'est des habitudes que nous n'avons pas, nous ne développons pas. Les pépins servent à quoi? On les jette généralement? Oui, on les jette généralement. Mais ça, c'est à quoi? Mais ce que nous ne comprenons pas, c'est que les transformatrices, les productrices de jus, bien, oui, ils utilisent ça. Parfois, il y a d'autres même qui boivent directement le citron au complet avec Z et les pépins pour produire les jus, par exemple. Ils ne vont pas quand même se mettre à couper chaque morceau de citron. Maintenant, pour mieux bénéficier des vertus, de toutes les vertus qu'a le citron, on fait quoi? Pour bénéficier de toutes les vertus du citron, c'est d'abord le consommer chaque jour. D'abord le matin à jeun, d'accord. Après 2 heures, vous pouvez consommer n'importe quel repas. Et lorsque vous consommez comme ça, chaque matin, faites l'exercice à la maison où que vous soyez. Pendant 1 mois, vous verrez qu'il y a quelque chose qui a forcément changé dans votre organisme. Absolument. Donc, amis téléspectateurs, essayez ça chez vous. Chaque matin, prenez du citron. N'exagérez pas, prenez juste la quantité qu'il faut. C'est tellement intéressant. Il faut planter du citron chez soi. Il faut en consommer chaque jour. C'est la leçon que je retiens ce soir. Et moi, je vais commencer à en consommer régulièrement tous les matins. Merci à vous, Fiacre Ladaye. Je rappelle que vous êtes un agronutritionniste. Vous nous avez donné assez de vertus du citron. Merci à vous. Merci également à vous. Merci. Yasmine Damata. Nous allons à présent parler, bien sûr, des mesures pour voler au secours, des bateaux ou bien des barques qui sont en détresse sur les fleuves, sur les lagunes. Eh bien, c'est par rapport à l'événement, au malheureux incident survenu il y a quelques jours. Eh bien, on en parle dans l'Espère. Voilà notre expert de ce soir. Il est déjà sur ce plateau. J'ai le plaisir de vous le présenter. Il s'appelle Epiphane Yellowman. Il est le secrétaire général de la Croix-Rouge béninoise. Bonsoir. Bonsoir Aurélien Roch. Comment ça va? Ça va très bien, ça va très bien. Seulement, je ne vais pas très bien parce que nous avons perdu 13 de nos compatriotes par noyade. 14. 14. Le chiffre s'alourdit malheureusement. Oui. Alors, comment avez-vous reçu cette information? Est-ce que c'est un accident fatal? Est-ce que c'est un accident qu'on aurait pu éviter? Bon, nous sommes en Afrique et on met la fatalité dans tout, mais la prudence nous aurait permis d'éviter ça. Et une meilleure organisation des circulations sur l'eau pourrait nous éviter ce genre de situation. Parce que c'est lié à un chuchage d'embarcation. C'est bien dommage. Et normalement, si les gens écoutaient les conseils qu'on leur donne, cela aurait pu ne pas arriver parce que souvent, quand ils commencent le chargement, il y a un tirant d'eau qu'il faut respecter pour chaque embarcation. Mais les gens dépassent le tirant d'eau. Ce qui est bien, c'est que même les constructeurs artisanaux, quand ils construisent les barques, ils mettent une limite. Et quand ça arrive là, on sait qu'on a atteint ce qui doit aller au fond de l'eau et ce qui doit rester. Les barques, comment peut-on arriver à évaluer la capacité d'une barque? Parce que les barques ne sont pas, c'est des barques fabriquées de façon artisanale. On ne sait pas réellement combien de passagers faut-il mettre à bord. Il paraît même que les passagers ont demandé au conducteur de ne pas en rajouter. Lui faisait confiance en sa barque. Comment identifier le nombre de passagers pour ne pas parler d'excès? Oui, c'est que généralement, les fabricants, même s'ils sont artisanaux, ils savent combien
une pirogue ou une barque qu'ils fabriquent peut garder. Ils le savent. Et c'est ça, à partir de ça qu'ils essaient de marquer ce que nous appelons ils délimitent. Ils délimitent. Okay. Et normalement, même si vous ne savez pas et que vous faites le chargement, il y a un niveau, quand l'eau arrive sur l'embarcation, c'est que ça c'est le maximum qu'il faut avoir. Il faut tenir compte également de la profondeur de l'eau, du cours d'eau ou bien du lac. Absolument. Vous parliez du respect justement de la charge qu'il faut avoir pour les barques. Et il faut le faire. En dehors de ça, quelles sont les autres dispositions à prendre avant de se lancer sur les lagunes, Première des fleuves, choses, etc. il est impensable d'aller sur l'eau sans gilet. Ah ben, avec ce que nous voyons sur nos lagunes, des gens circulent et même à grande vitesse sans aucun gilet de sauvetage. C'est de l'imprudence et ce n'est pas normal. Parce que le gilet aurait permis de sauver beaucoup de personnes dans ce qui s'est passé. Parce qu'en gilet, vous allez flotter et ça maintiendra votre tête en l'air pour qu'on vienne à votre secours. Mais malheureusement, ce n'est pas une habitude. C'est comme les ceintures de sécurité. Tout le monde pense que c'est les accords qui doivent mettre ça. Ou bien quand vous mettez le gilet sur l'eau, on pense que vous êtes un peureux. Non, ça peut arriver et il faut le mettre. Et je pense que la règle serait d'exiger cela à tout le monde. Mais la règle est là. Le problème, c'est que ça ne se respecte pas. Cela veut dire qu'il vaut mieux organiser le transport Fluviolacus. OK. Pour que les gens sachent que ça, il faut respecter. C'est comme je l'ai dit, si la police commence par arrêter tous les véhicules où les passagers ne portent pas de ceinture, on va dire que c'est méchant. Mais c'est pour éviter ce genre de situation. Il y a pourtant des commissariats de police qui patrouillent souvent sur ces lagunes. Oui, parfois eux-mêmes sans gilet. Voilà. Parfois eux-mêmes sans gilet, ce qui n'est pas normal. Donc, il faut vraiment qu'on prenne conscience de la sécurité. C'est une question de prise de conscience de la question de sécurité dans la circulation et même dans nos maisons. Mais en dehors de ça, est-ce qu'il ne faut pas former? Parce que n'importe qui se lève, apparemment se lance dans la conduite des barques motorisées, il y a des règles qu'il faut observer. Lorsque vous voulez faire par exemple des dépassements sur l'eau, il y a des règles qu'il faut observer. La question de la formation n'est-elle pas importante? Oui, et je pense que dans les pays qui pratiquent fortement ces navigations, il y a une règle de formation et de délivrance de permis de conduire. Ah oui. Et j'ai vécu au Congo, c'est systématique pour s'engager dans la conduite de pinasses et autres. Donc, les gens ont leur permis et ils présentent, avant qu'on les recrute, par exemple, pour conduire pour faire une navigation commune. Il faut nécessairement faire ça. C'est donc des normes internationalement reconnues qu'on doit pouvoir respecter. On doit pouvoir respecter. Faire, comme on fait permis de conduire, c'est aussi un permis de conduire qu'il faut avoir là, mais un permis de conduire les pirogues, les pinasses, et il y a des gabarits, et il y a des réglementations à ce niveau qu'il faut respecter. Et ensuite, former les pinassiers et autres au premier secours. Les premières réactions qu'il faut avoir. Voilà, justement. Et c'est sur ce plan-là que je vous attendais. Vous êtes de la Croix-Rouge béninoise. Comment secourir lorsque vous voyez une barque peut-être en détresse sur une lagune, comme on l'a vu? La première des choses, c'est d'appeler, parce qu'aujourd'hui, les sapeurs sont quand même assez organisés, c'est d'appeler le numéro gratuit 118. Les sapeurs-pompiers. Les sapeurs-pompiers, il leur dit, il y a quelque chose qui se passe ici. Dans l'instant d'après, ils vont arriver. Mais pendant qu'ils sont en train d'arriver, peut-être que le pire est déjà arrivé. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a 3 cas. Il y a des gens qui sont tombés dans l'eau, mais qui respirent normalement. Il ne faut pas les laisser partir. Il faut les faire asseoir en position demi-assise pour qu'ils puissent récupérer. Il y en a qui sont inconscientes, mais respirent. Il faut faire évacuer l'eau et puis les mettre en position latérale de sécurité. C'est une position
qui permet à la personne de reprendre son esprit. Un peu comme cette position, on est en train de voir des images là-bas. Oui, ça c'est le sauvetage. Oui. Et voilà la position naturelle de sécurité. Oui. Dans laquelle il faut mettre quelqu'un qui est inconsciente mais qui respire. Voilà. L'autre, c'est début de position demi-assise, mais c'est la manière de retirer la personne de l'eau. Okay. Il ne faut jamais attaquer de front quelqu'un qui se noie parce qu'il risque de vous entraîner au fond de l'eau vous-même. Donc, il faut savoir nager d'abord. Maintenant, quand vous savez nager, il faut savoir prendre la victime. Donc, le contourner, le prendre derrière, par derrière, et maintenant aller à reculons. Maintenant, au cas où il ne respire pas, et il est inconscient, il ne respire pas, on ne peut pas dire qu'il est mort déjà, non. Il faut le mettre en position face contre terre, appuyer pour évacuer l'eau, c'est ce que beaucoup oublient. Nous avons vu l'image tout à l'heure. Et il faut le souffler aussi. Maintenant, non, c'est quand il faut évacuer d'abord l'eau de son ventre. Parce qu'il y a du bois de l'eau. En pressant du dos, en le mettant en position fœtus pour enlever, pour faire évacuer par la bouche l'eau qu'il a dû avaler dans les poumons. On le met sur le dos comme ça? Non, pour évacuer l'eau, c'est en position fœtus. Donc courbé, recroquevillé. Et on tape dans le dos et l'eau sort par la bouche. Et lorsqu'on finit ça maintenant, on peut maintenant souffler. Ce qu'on appelle respiration artificielle, bouche à bouche, c'est plus efficace. Et quand il reprend la respiration, on le met alors en position latérale de sécurité. Au cas où le cœur s'arrête, il faut faire le massage cardiaque. Voilà, donc quand on fait ça, on a la chance de sauver peut-être des vies. Mais quand on ne s'y connaît pas, on peut déclarer déjà le décès de la personne dès qu'on la retire de l'eau. Peut-être que certains sont passés par là, on ne sait jamais. Mais au niveau de la Croix-Rouge béninoise, qu'est-ce que vous faites pour apporter toutes ces informations que vous êtes en train de partager avec nous aux populations, surtout des cités lacustres? Oui, il y a des choses qui se faisaient et qui doivent être renforcées. C'est que toutes nos structures qui sont en bordure des cours d'eau, des étangs, ils doivent pouvoir organiser la surveillance de l'eau. C'est ce que nous appelons le premier secours santé à base communautaire. Selon les problèmes des communautés, on a des rubriques de formation qui rendent les volontaires capables. Sur les montagnes, il y a des particularités à faire. Au bord de l'eau également, il y a des particularités. C'est comme dans la ville de Cotonou, il y a beaucoup d'accidents. Les secouristes ont ce devoir de se mettre dans les endroits réputés dangereux pour aider les populations à traverser. Ce que les policiers aujourd'hui font bien. Et nous aussi, on doit pouvoir. Vous devez aussi pouvoir vous positionner à ces endroits-là pour être au chevet justement de ces populations. Comme s'il y a déjà emploi, nous ne faisons pas double emploi. Par exemple, quand vous allez à Djeregbé, les volontaires du comité local de Djeregbé font souvent ça avec les policiers pour les aider à faire passer les élèves qui traversent pour la plupart de l'autre côté pour aller dans leur CEG. Donc ça c'est un exemple qui se retrouve dans beaucoup d'autres comités. D'accord. Au regard de l'accident qui s'est produit, quelles leçons vous tirez et quelles sont les dispositions à prendre? On a appris qu'il y a un projet de réforme du transport lacustre aujourd'hui. En tant que spécialiste de secourisme, quelles sont les propositions que vous avez à faire pour que l'on n'assiste plus à ces drames? Oui, et ce que nous pouvons proposer, c'est qu'on développe ce transport et qu'on le réglemente. Parce qu'actuellement, c'est encore artisanal. Aucune décision publique n'est encore prise pour améliorer cela. Et c'est ça qu'il faut essayer de voir. Comme on le dit souvent, c'est plus facile pour nous-mêmes de circuler sur l'eau que de circuler sur la voie publique en quittant Cotonou et Porto-Novo pour aller à Calavi. Mais développons cela. Et il faut que l'État peut-être incite les privés à pouvoir s'engager dans cette activité. Ensuite, lorsque c'est organisé, il faut bien l'organiser depuis la prévention. Pour que des choses comme ça n'arrivent pas. Sur le lac Kivu, il y a beaucoup de cas d'accidents qui se produisent malgré la bonne organisation. Donc c'est quelque chose qui peut... Ça peut arriver, mais quand ça arrive, il faut amoindrir, il faut
amoindrir les dégâts, mais en amont, par la prévention des différents risques. Voilà un peu. Merci beaucoup à vous, Epiphane Yelomé. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la Croix-Rouge béninoise. Vous étiez sur ce plateau pour nous parler justement de ces mesures à prendre, des dispositions à prendre pour voler au secours des passagers qui sont en détresse sur nos lagunes, etc. Vous avez prodigué assez de conseils. Merci à vous. Il est à présent l'heure de faire un tour à la rédaction pour suivre le journal avec Nadège Obiège-Sani. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition. Plus de 800 000 vies peuvent être sauvées chaque année si les nouveau-nés sont mis au sein dès leur venue au monde. C'est un acte d'amour qui protège le nourrisson contre les maladies infectieuses et chroniques. C'est un style vestimentaire incontournable de la mode. Le jean troué ou destroy est adopté de nos jours non seulement par les jeunes, mais aussi les adultes. Zoom sur cette tendance dans cette édition. On devient blogueur par passion. Qui appelle ton blogueur et comment tenir son blog sans tomber sous le coup de la loi? On en parle dans ce journal. La Semaine mondiale de l'allaitement maternel est organisée chaque année du 1er au 7 août. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la mise au sein des bébés dès les premiers jours de leur naissance réduirait substantiellement le taux de mortalité infantile. Cela permettrait de sauver plus de 800 000 vies chaque année, dont la majorité seraient des enfants âgés de moins de 6 mois. L'allaitement maternel diminuerait aussi le risque pour les mères de développer le cancer du sein, le cancer des ovaires, le diabète de type 2 et une cardiopathie. Il est recommandé d'allaiter son enfant exclusivement pendant les 6 premiers mois de sa vie. Parlant toujours de l'allaitement maternel, la mise au sein du bébé dès sa venue au monde sauvegarde la vie de la mère et celle de l'enfant. L'allaitement au sein est un moyen sans égal de fournir une alimentation idéale à son bébé. Il fait aussi partie intégrante du processus reproducteur avec des répercussions importante sur la santé de la mère. Je vous propose de suivre ce reportage de Marianne Bossémédé sur les bienfaits de l'allaitement maternel. L'allaitement, source de vie pour le nouveau-né. La mise au sein du bébé les minutes qui suivent l'accouchement devrait être systématique selon les professionnels de la santé. Les avantages sont prouvés. Cet allaitement maternel va aider la mère à faire ce que nous appelons une évolution utérine. La première cause de décès des femmes à l'accouchement, ce que nous appelons le décès maternel, vous savez, c'est l'hémorragie de la délivrance. La mise au sein précoce peut permettre de lutter contre cette hémorragie de la délivrance. Tout simplement parce que quand nous allons, une fois l'accouchement fait, immédiatement dans l'heure de l'accouchement, si l'enfant est mis au sein, en même temps, il y a un phénomène neuro-hormonal qui se déclenche et il y a sécrétion d'oxytocine qui permet donc d'éviter cette hémorragie de la délivrance. Le simple fait que l'enfant est mis en contact de sa maman, ça lui permet de conserver la température à laquelle l'enfant était déjà dans le ventre et donc on ne crée pas un vide tout de suite après la naissance de l'enfant. L'enfant, en poursuivant l'allaitement maternel, c'est que nous favorisons son développement, mais pas seulement un développement, le développement de son cerveau. Pour la mère, rien qu'en pratiquant l'allaitement maternel, je vous le dis, c'est que ça lui permet par exemple d'éviter le cancer du sein, le cancer de l'ovaire. En faisant cet allaitement maternel, c'est que la maman est en train donc de créer déjà un lien affectif entre l'enfant et elle. Lien affectif entre la mère et l'enfant, accentué par le colostrum, la sécrétion du premier lait maternel. C'est un concentré de lait qui regorge non seulement des éléments nutritifs qui sont très bien concentrés, qui permet à l'enfant rapidement d'avoir ce qu'il lui faut pour démarrer la vie de façon conséquente, mais en plus de ça, ça regorge des vitamines, notamment la vitamine A, qui joue un rôle important dans l'immunité, dans la croissance de l'enfant, et ça permet à l'enfant également de grandir normalement.
Ce lait contient des anticorps et des globules blancs qui permettent donc à l'enfant de rentrer dans la vie avec une protection en attendant que son immunité s'installe. Compte tenu des bienfaits du lait maternel, il importe de sensibiliser les nourrices. Une tâche qui incombe aux sages-femmes et infirmiers qui sont souvent au contact des parturientes. On encourage peut-être à donner le sein, mais on n'assiste pas au fait la femme dans ce processus-là. Lors de nos stages dans les zones rurales, nous avions beaucoup constaté que sur le terrain, cette pratique, ça ne se fait pas. Alors que ça a assez d'importance pour la mère et pour l'enfant. L'allaitement maternel exclusif est requis durant les 6 premiers mois d'existence du nouveau-né. La mise au sein précoce réduirait de 30% le taux de mortalité de la mère. De la santé, on passe aux technologies de l'information et de la communication. Animer un blog vous confère le titre de blogueur. Mais savez-vous qu'une fausse information peut s'avérer dangereuse pour la société? Au Bénin, le Code du numérique a prévu des lois pour sanctionner les fausses nouvelles. Quel est le rôle d'un blogueur et comment éviter de tomber sous le coup de la loi? Emmanuel Gancet est un jeune blogueur. Il nous en parle au micro de Firmin Torreyon et Lazare Migan. Le blogueur, c'est avant tout un influenceur, un jeune qui a le souci du développement de son pays et qui œuvre à sa manière via le numérique pour contribuer au progrès de son pays, notamment à travers la veille citoyenne. Pour pouvoir agir, nous produisons du contenu. Nous avons des images que nous concevons, des caricatures qui portent des messages précis, des messages qui s'adressent à nos cibles, à savoir les jeunes. Parce que pour les impacter davantage aujourd'hui, ils sont présents sur les réseaux sociaux. Ils sont sur Facebook, ils sont sur WhatsApp. Donc, par où mieux les atteindre, c'est là où ils se trouvent. Et quand nous faisons des campagnes avec des hashtags, on les incite à se joindre à ces campagnes-là. Et en le faisant, c'est de les amener à développer des valeurs citoyennes. Lorsqu'on produit, par exemple, des caricatures sur la nécessité de voter dans la transparence, ou sur la nécessité, par exemple, de ne plus diffuser les intox ou les fausses nouvelles, les fake news, comme on le dit, ils sont conscients du fait que partager aujourd'hui une fausse nouvelle, c'est compromettant parce qu'il y a le code du numérique. Mais tous les jeunes n'ont pas assez, tous les jeunes ne lisent pas le code du numérique. C'est en cela que nos actions futures tendent vers la promotion de ce code numérique-là, sa vulgarisation, pour que nombre de jeunes ne tombent plus sous le coup de la loi en allant commettre des impairs sanctionnés par le code du numérique. Autrefois porté par les bad boys, le destroy a tôt fait de devenir un style vestimentaire pour jeunes, encore appelé crazy jean ou jean déchiré. Le destroy est vendu aujourd'hui dans tous les lieux de vente des articles de mode. Le style destroy, est-ce une dépravation ou un effet de mode? Marie Bonaventure Kodia et Judith Tossa se sont rendues à Missebo, suivant leur reportage. Le marché Missebo est le temple du destroy, crazy jeans ou encore appelé jean déchiré par endroits. C'est un style qui consiste à donner aux vêtements un aspect reprisé ou abîmé. Ici, on retrouve toutes les variétés de destroy et chaque destroy a sa philosophie. Il y a les destroy Azangang, il y a les destroy Chakiti Gang, il y a les destroy Zeda Asaji, il y a les destroy Jodoam et il y a aussi les destroy Badjem. Aujourd'hui, on voit que tout le monde porte destroy, même les vieux portent destroy aujourd'hui. Alors nous parlons, même les vieux, on porte ça pour aller à des manifestations, au mariage, que ce soit concert des artistes, mariage, réception, baptême, anniversaire, partout on porte des destroy pour aller. Il suffit de porter un destroy responsable. Un destroy responsable, pour le maître, il n'y a pas d'âge, mais c'est une affaire de goût. Et tout vêtement peut être transformé en destroy. On peut faire des agbada et bomba destroy, même déchirer les casquettes et les poches. Quand tu portes ça, tout le monde sait que bon, toi aussi tu es
stylé dû à la mode, voilà. Donc c'est tendance. Ces tendances, à l'origine, le jean Destroy était la propriété des bad boys. Il a fait son entrée dans la mode durant les années 80 avec le mouvement punk, puis est devenu un incontournable de la mode grunge quelques années plus tard. Cependant, il n'est pas approuvé à l'unanimité. Si mes enfants portent ce genre de jeans, dehors, les gens diront que je les ai mal éduqués. Moi, je pense que il faut des occasions pour porter. Par exemple, peut-être pour aller à la plage, tu peux porter. Mais porter ça, sortir, aller à l'église, ça ne reflète pas trop une bonne image de nous-mêmes. Si tu es quelque part ou bien il y a braquage, c'est toi qu'on va d'abord accuser. On a une pensée négative d'eux. Ces pensées négatives que peuvent avoir certains n'empêchent pas d'autres d'accentuer les déchirures. Les jeans sont donc lacérés à l'achat ou subissent des transformations par les clients eux-mêmes. Au marché, le client est roi. D'autres viennent et disent « Déchirez-nous ce jean comme ceci, comme cela ». On exécute. Quand c'est trop osé, on refuse. Ça maintenant, ça, c'est un Destroy simple. D'autres veulent plus déchirer et on le fait. Les Destroy les plus reconnaissables sont ceux qui laissent voir la peau. Autrefois portés par les artistes sur les podiums, ils sont aujourd'hui en vogue. Enfants, jeunes et adultes d'une certaine classe en raffolent. Mais tout dépend du niveau de la déchirure. Hors du Bénin, le Nigeria vient d'inaugurer sa première centrale solaire hybride. L'infrastructure d'une capacité de 2,8 MW est implantée dans l'Université fédérale d'Alès-Ekwémé dans l'état d'Emboyi. Elle fonctionnera à partir de panneaux solaires qui seront secondés par des générateurs électriques à diesel. Cette première centrale fournira de l'électricité à 7700 étudiants de l'université et à 1800 membres de l'administration universitaire. Au Cameroun, la prévoyance sociale est une exigence du gouvernement pour les travailleurs de main-d'œuvre professionnelle et domestique. Ils doivent être immatriculés à la Caisse nationale de prévoyance sociale dans les 8 jours qui suivent leur recrutement par un employeur. Zé Mbomo de la CRTV. La protection des travailleurs domestiques reste un souci majeur pour le ministère du Travail et de la Sécurité sociale et l'Organisation internationale du travail. Celles et ceux qui l'exercent ne jouissent ni d'une reconnaissance sociale ni d'une protection juridique conséquente. Le taux d'affiliation des travailleurs domestiques à la CNPS est lamentablement bas. Il est de 3%. L'étude qui est en train d'être restituée en ce moment démontre que les causes de cette non-affiliation sont multiples. D'abord, c'est la méconnaissance des textes par les employeurs. Ensuite, c'est le fait que les travailleurs domestiques eux-mêmes, on leur reproche de ne pas être très stables. Cette réalité incite à engager des actions pour assurer à cette catégorie vulnérable de travailleurs une véritable sécurité sociale. La question est celle de l'attractivité de cette prestation, de revaloriser le taux des prestations sociales, de sensibiliser au maximum, mais aussi de former les travailleurs domestiques. Le travail domestique est appelé à se développer. L'initiative du BIT aujourd'hui, c'est de faire un plaidoyer pour que les instances compétentes comprennent qu'il est nécessaire de réviser le cadre légal qui organise le travail domestique aujourd'hui et de l'arrimer non seulement aux évolutions nationales en la matière, mais également aux normes internationales en la matière. La situation des travailleurs domestiques interpelle tous les acteurs de la chaîne d'affiliation, d'où l'intérêt de cette rencontre. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous Nadège Sani de la rédaction. Nous revenons sur ce plateau pour continuer notre émission de ce soir. Et cette fois-ci, nous allons parler du live, de ses spécificités. Vous avez compris, c'est Horizon Culture.
Alors, le live, c'est quoi concrètement? Quelles sont ses spécificités? Nous avons tendu notre micro à un jeune arrangeur. Il nous parle un peu de ce type de prestations artistiques. C'est une musique au fait osée qui demande assez de ressources. Quand on dit une musique live et que quelqu'un doit prester de façon live, il faut d'abord que la personne même déjà soit juste, maîtrise la musique. Le premier instrument qu'a une personne, qu'un artiste, c'est sa voix. Il faut que cette voix-là, ça arrive à s'accorder dans les notes musicales. Qu'on arrive à le reconnaître, c'est-à-dire on sait, ouais, s'il commence par chanter, s'il commence par parler, maintenant en fait c'est telle gamme, c'est quelle note, c'est si pour lui. Et si déjà on commence et on voit que on peut le jongler dans telle gamme et subitement il commence par dégammer. Et que, vous voyez, ça fait déjà une honte pour les musiciens, ça fait une honte pour lui-même. Donc les gens n'aiment pas aller exposer le temps. Vous imaginez aujourd'hui, je veux faire du gogoon. Le gogoon, quel que soit ce que vous allez faire du gogoon en machine, ça ne va rien donner. Mais attendez, laissez-vous dire, allez voir quelqu'un qui commence par faire du gogoon en live. Ça sort de l'ordinaire, ça fait du waouh, c'est du boom. On a l'impression qu'on n'a jamais entendu ça. En temps, cette même musique a été faite déjà par beaucoup de personnes avec de la machine. De la même façon, le bolojo. Vous ne pouvez pas faire ce genre de musique avec du playback. Non, c'est pas possible. Vous allez faire, mais ça ne va pas donner le résultat. Donc la meilleure façon de promouvoir son identité, de promouvoir sa musique, c'est d'aller à l'école du live. Voilà, nous l'avons entendu, hein, la meilleure façon de promouvoir sa musique, c'est aller à l'école du live. C'est ce qu'a dit l'arrangeur. Je ne sais pas si l'invité sur ce plateau sera du même avis que lui. C'est un grand artiste déjà. Je vous l'annonçais en titre et en introduction de cette émission. Jean Adabénon, bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Eh bien, je suis heureux d'être ici et d'être aussi chez vous. Absolument. Bonsoir Jennifer Sachivi. Bonsoir Rokakoin. Jennifer Esmeralda Sachivi. Bonsoir. Bonsoir Rokakoin. Eh bien, nous allons parler du live ce soir dans Horizon Culture et de ses spécificités. C'est cela. Voilà. Donc, c'est une musique, en fait, c'est un style musical que beaucoup d'artistes essaient. D'éviter. Beaucoup. D'accord, donc quelques artistes essaient. D'accord. Mais c'est un gros travail et puis il faut vraiment travailler. Donc nous avons voulu en parler avec quelqu'un qui s'illustre particulièrement dans ce style musical et qui affectionne beaucoup ça. Donc bonsoir Monsieur Jean Adabénon. Bonsoir Jennifer. Jennifer. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi aussi. Voilà. Donc, parlez-nous un peu, dites-nous un peu ce que c'est que le live d'abord, pour commencer. Bon, ce que vous faites là, c'est du live déjà. Ah, d'accord. Donc, le live, c'est quelque chose qui est fait, ce n'est pas de la reprise. Ok. C'est du direct. Il y a plusieurs lives. C'est du naturel. C'est du naturel. Je prends une guitare, je joue, c'est du live. Je prends une machine, et j'enregistre ma guitare, je coupe quelques parties et j'en fais des séquences. C'est aussi du live. Mais il y a plusieurs types de live. Il y a du live nature et il y a du live machine. On a souvent pensé que c'est lorsque vous êtes devant un public que vous faites votre prestation qu'on parle du live. Oui, on dit ça, mais en fait... Une prestation devant le public, il y a deux prestations qui viennent, on peut définir deux. Oui, le live et le playback. Et le playback. Ouais. Et le live, c'est du direct, sans instruments, sans rien du tout. C'est-à-dire, non, avec des instruments. Ok. Vous venez, vous prenez une guitare, vous jouez, vous chantez, c'est du live. Mais vous venez sans guitare,
Et il y a un DJ qui envoie le son. Et sur le son, en même temps, d'ailleurs, votre voix était déjà imprimée sur le fichier qui va être joué. Oui. Et donc, c'est aussi un live, mais c'est un live en playback. Donc, c'est un playback, c'est plus un live. Et celui-là, c'est de la singerie, en fait. Ouais. Et il y a beaucoup, hein, ils mutent le micro, ou bien ils ne chantent même pas du tout. Ils ont, en fait, c'est la peur de ne pouvoir donner exactement ce qui est imprimé sur le disque. C'est pourquoi d'aucuns ferment le micro, ou bien ils gardent le micro, ils chantent, mais on met le micro tellement bas qu'on n'entend que l'autre voix qui est sur le disque. Et après, quand ils veulent parler au public, puisqu'ils se sont déjà entendus avec le DJ ou bien celui qui est sur la sono, ils lui remontent le micro pour qu'il parle. Puis après, il redescend et puis c'est seulement le son qui... Jean Dagbedo livre les secrets du couvent. Oui. Mais le truc aussi, Rock, c'est qu'il y a certains qui enregistrent en live et ils font en studio directement en live. Donc, c'est possible de le faire. Bien sûr. D'ailleurs, c'est ce qui est conseillé. Okay. Parce que vous écoutez les sons de 1930, les sons de 1950, les sons de 80 et les sons d'aujourd'hui, vous allez voir, à l'époque, il n'y avait pas de playback. À l'époque, il n'y avait pas il y avait des machines, bien sûr, mais on amenait tout le monde dans le studio, tout le monde joue. Si quelqu'un fait une erreur, on reprend tout, jusqu'à ce qu'on ait le bon. Et c'est ce qui s'est passé avec les sons des polyrythmos. Quand vous écoutez aujourd'hui, et les sons actuels, vous allez voir qu'il y a une largeur dans leur son, il y a une originalité. Il y a une dynamique, une dynamique plutôt dans leur son que vous ne retrouvez pas dans les sons aujourd'hui, parce que les sons d'aujourd'hui, c'est des machines. Et imaginez, vous achetez un ordinateur aujourd'hui, vous dites c'est l'ordinateur d'Enecri, mais il y a déjà un autre ordinateur qui est sorti l'instant d'après. Ça veut dire quoi? Le son machine que vous avez utilisé il y a quelques années ou il y a un an est déjà caduque et un autre son arrive déjà. Or, le son live, lui, il reste pour toujours. D'où votre question. Pour moi, je pense que le son enregistré en live par les musiciens et non la machine reste éternel. Alors, parlez-nous alors des spécificités du live. Que faut-il faire pour réussir le live? Comment s'y prendre? Il faut du travail. Beaucoup de travaux, des heures. Parce que la justesse, sur l'élément, il disait tout à l'heure que on vous donne une tonalité où vous savez que bon, voilà, le morceau va commencer en sol. Et dès qu'on vous donne le sol, au lieu de chanter en sol, vous allez chanter en la. Ça fait que les musiciens, entre vous et les musiciens, c'est deux couleurs. Vous êtes ailleurs, ils sont ailleurs. Et eux, ils doivent tout faire pour vous rattraper, pour vous prendre. C'est comme on laisse quelqu'un parachute. C'est de la magie, ça. C'est de la magie. Donc, ça devient difficile. Oui. Donc, le live, ça demande beaucoup de travaux, de répétitions. Ouais. Et ça demande aussi de la logistique. C'est ça. Ce que les gens ne sont pas vraiment prêts aujourd'hui à payer. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de playback un peu partout. Parce qu'il faut mettre la logistique, c'est-à-dire tout le backline, il faut faire le soundcheck, il faut des retours et puis la façade. Or, pour le playback, il faut juste un DJ qui met le son que vous avez dit. Et puis le tour est joué. Mais vous aimez bien sûr, vous aimez bien le live. Oui. Oui, nous n'allons pas vous laisser partir de ce studio. Oui, mais juste avant qu'il ne nous redonne quelque chose, moi je vais lui demander ce qu'il aime le plus dedans et pourquoi il a choisi le live. Voilà. Ce que j'aime le plus dans le live, c'est que vous avez une communication avec le public. Oui. Vous pouvez ouvrir le morceau à un moment donné, alors qu'il n'est pas fait comme ça, vous l'ouvrez, et les musiciens, vous entendez, vous ouvrez le morceau. Quand je dis ouvrir le morceau, vous gardez peut-être un accord, deux accords, et ces deux accords-là, vous les laissez comme ça, et
et vous prestez dessus. Donc, ça vous permet d'avoir une communication avec le public. Bien sûr, aujourd'hui, les gens le font pour le playback aussi. Il a dit, sur les disques, il prévoit quelques secondes à l'intérieur et le DJ met ça en boucle. Donc, ça le permet de... Tout à fait. Mais qu'est-ce que j'aime dans le live? Pourquoi est-ce que j'aime le live? C'est que ça vit toujours. Ça vit toujours. Ça vit toujours. Et oui, ça vit toujours. Vous allez nous faire ce live. Il y a l'un de vos morceaux que moi j'aime particulièrement. Zemi, Djale, Zemi. Roxy chante, vous allez danser. Non, je vais l'accompagner dans le live. Oui, allez-y, chantez-nous ça en live. Djale bozemi, bole benami, waina chebo kemi. Mazemi ze okona o ole bena gogo aya vagwale ji jale bozemi bodon le benami kegera hoside o wa jrami do avivo do mi aseya o abayi mi dobo avivo do mi aseya zemile benami nama se vivi na la mechenia zemile benami nama se vivi na la mechenia zemi ojeje zemi moye jale zemi ja no mi fami hai. Oh, c'est formidable. Merci Jean Adabeno. C'est une belle musique que j'ai aimée. Et avec la complicité de la régie de mon réalisateur du jour, Janvier Tonon, nous allons voir s'il va nous accompagner avec cette émission pour clôturer cette émission en beauté. Merci à vous, Jean Adabeno, d'être passé dans cette émission. Merci à vous, Jennifer Esmeralda Sachivi. Je vous en prie, Roch-Aurélie Akouéni. Voilà, merci beaucoup. C'est la fin de cette émission, le grand rendez-vous de ce soir. Je rappelle très rapidement que nous avons parlé au cours de cette émission, bien sûr, du citronnier. Le citronnier de l'arbre et du fruit également, ses vertus, comment mieux en jouir. Eh bien, nous avons reçu des agronutritionnistes, nous avons reçu des observateurs agricoles qui nous ont fourni assez d'informations. Nous avons aussi parlé du transport fluvial, notamment du naufrage et du secourisme, comment s'y prendre. Le secrétaire général de la Croix-Rouge béninoise était sur ce plateau et nous a entretenu sur les gestes qu'il faut. Et nous venons de recevoir également Jean Adabeno, artiste musicien, nous a parlé du live et de ses spécificités. C'est la fin de cette émission. Toute l'équipe vous remercie de l'avoir suivi. Au revoir et à demain. Avivo do mi aseya, o abayi mi dobo, avivo do mi aseya.